Le premier aboiement fendit le vent. Le shérif Ben Carter vit Max, son berger allemand, en alerte dans le rétroviseur. La neige martelait le camion de patrouille. La visibilité était quasi nulle. Lily, âgée de 8 ans, était assise en silence, les yeux écarquillés. Max aboya de nouveau, d'un ton pressant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Ben ralentit. Une lueur orange pulsait à travers le blanc. Max gémit, grattant la vitre. Ben se rangea sur le côté. Caoutchouc brûlé, essence, une berline, à moitié enfouie, des flammes sur son capot. Il plissa les yeux. Un mouvement à l'intérieur. « Reste ici, dit-il à Lily. Ben courut vers l'épave. Une petite main se pressa contre une vitre, puis des chaînes, le visage terrifié d'un enfant. Un cri silencieux perdu dans la tempête. Riverbank, Montana, était une petite ville. Les gens savaient que Ben était arrivé il y a 3 ans avec Lily bébé. Après la mort de sa femme Sarah, Lily n'avait plus parlé depuis. Max, un chien militaire rééduqué, était le compagnon constant de Lily. Cette nuit-là, revenant tard de la thérapie de Lily, la tempête était violente. L'aboiement de Max avait été insistant. Ben descendit péniblement le talus enneigé. La berline était le nez dans un fossé. Le conducteur, un homme immobile, n'avait pas de pouls. L'air empestait l'alcool. Un gémissement vint de l'arrière. La lampe de Ben trouva une petite silhouette enchaînée. Une fille terrifiée. « Je suis le shérif Carter, appela-t-il. Je vais vous sortir de là. Pas le temps d'appeler des renforts. » Il brisa la vitre arrière. La chaleur était intense. Il tripota le cadenas de ses chaînes, puis tira sur la chaîne à l'endroit où elle rejoignait le châssis. Il la sortit, son corps terriblement léger, juste au moment où les flammes atteignaient le tableau de bord. À 20 mètres de là, le réservoir d'essence explosa. À son camion, le visage pâle de Lily était pressé contre la vitre. Ben plaça la fille secourue à côté d'elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle avait peut-être 12 ans, blonde, avec des joues creuses, des chaînes pendaient à ses poignets à vif. Ben appela la répartition par radio, puis enveloppa la fille dans une couverture. Lily, habituellement méfiante, se rapprocha, bordant la couverture autour de la nouvelle venue. Max posa sa tête entre elles. Dans le rétroviseur, Ben vit Lily toucher la main enchaînée de la fille. « Les secours arrivent, promit Ben. » Les yeux hantés de la fille ne le croyaient pas. Au centre médical de Riverbank, le docteur Emily Hayes examina la fille. Elle n'avait pas parlé. Malnutrie, déshydratée, multiples contusions, dit Emily à Ben. Des marques compatibles avec une contention à long terme. Brûlure de cigarette. Abus systématique. Pas de papier d'identité sur la fille ni sur le conducteur décédé. Elle n'arrêtait pas de dessiner ça, dit Emily, montrant un bloc-notes. Des dessins grossiers d'une grande maison avec des colonnes. Des bonhommes allumettes avec des visages en colère. Le maire Richard Thompson arriva avec Leonard Pike, chef du conseil municipal. « J'ai appelé les services de l'État, dit Thompson. Ils viendront chercher l'enfant demain. La déplacer maintenant serait préjudiciable, protesta Emily. La loi est claire, déclara Pike. Ben vit que Thompson voulait que la fille parte rapidement. En fait, dit Emily, le shérif Carter est un placement d'urgence agréé. Le sourire de Thompson se figea. Notre shérif est sûrement trop occupé. Je gérerai, dit Ben sèchement. Plus tard, Emily dit à Ben. Elle semblait moins effrayée quand l'infirmière a mentionné votre fille. Ça pourrait l'aider. Ben porta la fille endormie dans sa maison. Il la plaça dans la chambre d'amis. Max s'installa près de son lit. Le lendemain matin, Lily était assise devant la chambre d'amis avec un plateau de petit déjeuner qu'elle avait préparé. Elle tendit un papier plié à Ben. À l'intérieur de son écriture soignée, « Meya, tu veux l'appeler Meya ?» demanda Ben. Lily hocha la tête, la porte s'ouvrit. La fille se tenait là, méfiante, Max sur ses talons. « Bonjour, dit Ben, je suis Ben. Voici Lily. » Lily brandit un dessin d'une fille blonde, pointa la fille, puis le nom. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Elle prit le papier. « Lily a pensé que tu aimerais peut-être t'appeler Meya ?» expliqua Ben. La fille secoua la tête quand on lui demanda son vrai nom, serrant le dessin. Lily poussa le plateau du petit déjeuner en avant. Meya mangea, la faim l'emportant sur la prudence. Le téléphone de Ben vibra. Un SMS du shérif adjoint Mark Johnson, plaque du véhicule volé. Conducteur, Jake Renault, petit délinquant. Le maire demande des mises à jour toutes les heures. Ben sentit la responsabilité s'installer. Ses instincts hurlaient au danger. 3 jours passèrent. Meya n'avait toujours pas parlé.
La terreur dans ses yeux s'était adoucie en lassitude. Elle suivait Lily comme une ombre. Ben les regarda construire un bonhomme de neige. Monk Johnson le rejoignit. « Je n'aurais jamais cru voir Lily jouer avec un autre enfant. C'est comme si le silence de Maya mettait Lily à l'aise, » dit Ben. Monk avait des nouvelles. Autopsie de Renault, mort dans l'accident, défoncé à la meth. 10 000 $ en espèces dans le pneu de secours et un reçu pour un virement de 50 000 $. Quant au Caïman, titulaire du compte Evergreen Placements LLC. Ça vous dit quelque chose? Ben fronça les sourcils. Evergreen Placements, donateur majeur. Dernière campagne du maire Thompson, enregistrée comme service de facilitation d'adoption. Un frisson parcourut Ben. Il y a plus dit Monk, le comté de James a interpellé une femme. Hystérique, son petit ami, Renaud, devait la retrouver avec le colis, un enfant, pour transport vers l'Idaho. Description, fille blonde, environ 12 ans. Sort, Maya se figea, fixant la lisière des arbres. Max se tendit. Un SUV noir s'engagea dans l'allée de Ben. Un homme et une femme en sortirent. William Sterling. Ma femme, Eileen, nous croyons comprendre que vous avez retrouvé notre fille, Abigail. Maya recula contre le hangar. Max protecteur devant elle. À l'intérieur, Eileen Sterling montra des photos d'une fille blonde souriante. Elle s'est enfuie il y a 3 semaines, dit William. Abigail a des problèmes émotionnels. Elle nous a accusés de choses terribles. A dit que nous n'étions pas ses vrais parents. Ben étudia les photos. Les yeux de la fille étaient plats, vides. La fille que nous avons trouvée était enchaînée, déclara Ben. Peut-être que cet homme l'a kidnappée après sa fugue, suggéra Eileen. Et les anciennes blessures, les brûlures de cigarettes. William Sterling se hérissa. Nous accusez-vous, shérif, que nous avons parlé au maire Thompson, ajouta William. Il nous a assuré de sa coopération quand Eileen appela Abigail. Par la fenêtre, Maya s'affaissa dans la neige se balançant, un son aigu et plaintif s'échappant d'elle, le premier bruit que Ben l'avait entendu faire. Elle est bouleversée, dit Ben, il vaut mieux que vous partiez pour l'instant. C'est notre fille, insista William. Jusqu'à ce que je sois satisfait, dit Ben froidement. Elle reste ici, vous aurez des nouvelles de notre avocat. Lança William. Dors, Maya murmura ses premiers mots à Ben, pas en sécurité. Elle confirma que les Sterling n'étaient pas ses parents et qu'ils lui avaient fait du mal. « Je ne les laisserai pas t'emmener, promit Ben. Cette nuit-là, Emily Hayes appela. Les documents des Sterling semblent légitimes, mais aucun dossier médical des blessures que j'ai vues. Et Maya a un petit tatouage derrière l'oreille, un nombre 326, et si elle avait été achetée, Ben lui parla d'Evergreen Placements et de la campagne du maire Thompson. Le lendemain matin, Lily montra à Ben un dessin que Maya lui avait décrit, Maya dans une grande pièce avec des sols en marbre, d'autres enfants avec des numéros sur eux, des adultes en costume et un couple comme les Sterling emmenant un enfant. « Est-ce que Maya a peur de retourner là-bas » demanda Ben. Lily hocha la tête, les yeux pleins de larmes, puis serra la main de Ben, le suppliant pour que Maya reste. Ben appela le FBI. L'agent Ramirez promit d'enquêter mais prévint que cela prendrait du temps. Il appela ensuite le juge Evan, qui émit une ordonnance de garde temporaire d'urgence. Maya, terrifiée par un mauvais rêve, dit à Ben, « Ils sont puissants, ils achètent des gens. Ils m'ont acheté de la maison de marbre. » Elle dit que son vrai nom était Anna. Ses parents, une serveuse de restaurant et un mécanicien automobile, étaient soi-disant morts. Les Sterling lui faisaient du mal quand elle ne voulait pas les appeler maman et papa. Elle se souvenait d'autres enfants avec des numéros à la maison de marbre, dans une grande ville froide, peut-être Chicago. Une enveloppe neutre apparut sous la porte de Ben. « Rendez ce qui n'est pas à vous. » En dessous, une photo de la tombe profanée de Sarah. Ben appela Monk. « J'envoie une patrouille. » dit Monk. Et Ben. Les conduites de frein de Sarah ont été coupées. Le monde de Ben bascula. Sarah l'avait appelé le jour de sa mort, excitée par des irrégularités dans les dossiers d'adoption. Était-elle tombée sur ce réseau? Anna trouva Ben avec les dossiers de Sarah. « Vous allez m'envoyer ailleurs, n'est-ce pas ?» « Non, dit Ben. Je t'ai fait une promesse. Pourquoi risquer votre famille pour moi? Parce que c'est la bonne chose à faire, dit Ben. Et Lily a besoin de toi. Lily entra sur la pointe des pieds, endormie. Elle s'appuya contre Anna. Ben leur fit du chocolat chaud. Il jura de les protéger toutes les deux. Ben confronta le maire Thompson à propos d'Evergreen Placements et du compte au Caïman.
La couleur quitta le visage de Thompson. Ben mentionna les recherches de Sarah. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez ?» dit Thompson. « Retrouvez-moi, Wilson's Point, ce soir. 20h00. Seul, c'est un piège, dit Ben à Monk. Mettez un adjoint sur sa maison. » À la clinique d'Emily, où il avait laissé les filles, Emily dit qu'Oran avait eu une crise de panique. Elle a mentionné oncle Richard la ramenant à la maison de marbre. Le maire Thompson en a dit à Ben, oncle Richard rendait visite au Sterling. Il a dit que j'étais un bon investissement. Il amène de nouveaux enfants, reprend ceux qui ne conviennent pas. Elle se souvint d'un panneau à la maison de marbre. Clé 3P, Perfect Placement Programme, suggéra Ben. Oui, c'est ça, s'écria Anna. On rentre à la maison maintenant, demanda Lily. Ses premiers mots depuis 3 ans, la pièce tomba dans le silence. Pour Anna, expliqua Lily, les mots rouillés. Elle a besoin que nous utilisions des mots. Les larmes brouillèrent la vision de Ben. Il serra Lily dans ses bras. Mais la maison n'était pas sûre. La porte d'entrée était entr'ouverte. Monk le rejoignit. Ils ont retourné l'endroit. Vos dossiers ont disparu. Sur le mur, en peinture rouge, le temps est écoulé. Ils s'enfuirent vers la cabane de chasse isolée de Monk. L'agent Ramirez appela. Le maire Thompson avait réservé un vol pour Chicago. Les Sterling avaient quitté leur hôtel. Ramirez avait besoin de plus que le témoignage d'un enfant pour des arrestations majeures. La maison de marbre de Chicago était enregistrée comme Perfect Placement Programme, une filiale d'Evergreen Placement. Cette nuit-là, pendant leur rituel des étoiles, nommé quelque chose de bien, Max grogna, des phares approchaient. 3 véhicules. Mon téléphone, réalisa Ben. Ils ont dû le pirater. La voix de William Sterling tonna. Carter, faites sortir notre fille. Ben dit à Anna, cave sous le placard. Monk va te cacher. Non, ils vont te tuer, s'écria Anna. Ben éleva la voix vers Sterling. Le FBI sait tout. Il surveille Perfect Placement Programme. Silence, puis Thompson, qu'il bluffe. Sterling tira un coup de fusil de chasse. Du verre vola en éclats. Porte de derrière, dit Ben à Monk. Attirez les au loin. Monk créa une diversion. 3 hommes le poursuivirent. Sterling, Thompson et un garde entrèrent dans la cabane. Ben fit le tour. Sterling saccageait l'endroit. Le garde se dirigea vers la pièce du fond. Ben défonça la porte d'entrée. Police, jetez vos armes. Sterling tira sauvagement. Le garde sortit, prenant Ben dans un feu croisé. Une douleur fulgurante traversa l'épaule de Ben. Thompson recula vers la porte. Finis-le, ordonna Sterling au garde. Alors que le garde visait, Ben se jeta sur lui. Le plaquant, ils luttèrent pour l'arme. Sterling brandit son fusil de chasse. Un aboiement féroce. Max se lança sur Sterling, ses mâchoires se refermant sur son bras. Le fusil de chasse tira sans danger. Ben désarma le garde. Les sirènes hurlèrent. Thompson avait disparu. Max, ici, appela Lily depuis l'embrasure de la chambre. Anna émergea derrière elle. C'est fini, presque promit Ben. La police d'État encercla la cabane. L'agent Ramirez arriva. J'ai Thompson. Et le téléphone de Sterling nous donne assez pour des mandats sur le site de Chicago. Lily parlait. Anna était en sécurité. L'espoir fragile fleurit en Ben. À l'hôpital, Ben récupéra. William Sterling et Richard Thompson étaient en détention. Uline Sterling avait disparu. L'agent Ramirez rapporta que le manoir de Chicago, Perfect Placement Programme, avait été vidé. Les dossiers indiquaient que 30 mineurs avaient été traités récemment. Monk apporta des nouvelles. Les parents d'Anna Millet, David et Susan Millet, étaient morts. Aucune autre famille ne pouvait la prendre. Sauf si, dit Monk, quelqu'un demande à être son tuteur. Lily et Anna rendirent visite. Tu es blessé à cause de moi, dit Anna. Non, de mauvaises personnes ont fait de mauvaises choses, insista Ben. Anna pleura ses parents perdus. Tu resteras avec nous, déclara Lily avec certitude. Pourrais-je vraiment, murmura Anna. Oui, dit Ben, la décision prise. Je vais essayer. Ce soir-là, Eileen Sterling, déguisée en infirmière, entra dans la chambre de Ben avec une seringue. Qu'il est temps de régler les derniers détails, dit-elle. Elle avait contourné le bouton d'appel. Ça ressemblera à une complication. Elle révéla qu'Oran était une lignée soigneusement sélectionnée, un investissement. Max grogna depuis l'embrasure de la porte. Emily Hay apparut, criant pour la sécurité. Eileen se jeta en avant. Max attaqua, ses mâchoires se refermant sur son bras.
Des agents se précipitèrent. « Ce n'est pas fini », siffla Eileen alors qu'on l'emmenait. 6 semaines plus tard, lors de l'audience de garde, l'agent Ramirez révéla une correspondance ADN. Anna Milley était la nièce de Sarah Carter. Susan Milley, la mère d'Anna, était la sœur de Sarah, abandonnée pour adoption à la naissance. Perfect placement ciblait les enfants avec une génétique désirable. L'enquête de Sarah avait signalé son lien avec Anna. Thompson avait ordonné le sabotage de la voiture de Sarah. Le représentant du CPS plaida contre la garde de Ben. Emily A témoigna du lien entre les filles. Monk annonça que Ben avait accepté un nouveau rôle, plus sûr, en tant que coordinateur régional pour la force d'intervention pour la protection de l'enfance du Montana. Anna parla au juge Evan. « Je veux rester avec le shérif Carter et Lily. Ils m'ont sauvé. Je sais ce que ressent une vraie famille maintenant. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. » Le juge Evan accorda à Ben la garde temporaire. En attendant l'examen final, la bataille n'était pas terminée. Mais Anna restait. 1 an plus tard, Ben, Lily et Anna vivaient dans une grande ferme. Le riz remplissait leur maison. Aujourd'hui marquait l'anniversaire de la garde permanente de Ben. William Sterling et Richard Thompson étaient emprisonnés. William Sterling purgeait une peine à perpétuité. Le FBI avait récupéré 26 enfants du réseau. Des invités se rassemblèrent pour une célébration. Emily Monk et sa femme, l'agent Ramirez, le juge Evan. Ben regarda les photos sur la cheminée. Sarah, et à côté d'elle, les parents d'Anna, Susan et David, dont la ressemblance avec Sarah était troublante. Parler à Anna de sa tante avait été difficile, un mélange de chagrin et d'émerveillement. Pour Lily, qu'Anna soit sa cousine semblait naturel. Anna souffla 13 bougies sur son gâteau. « Je n'ai pas besoin de faire de vœux, » dit-elle doucement. « J'ai déjà tout. » Plus tard, sur le porche, Ben regarda les étoiles. Anna le rejoignit. « Nous sommes prêtes, » dit-elle. À l'intérieur, Lily avait leurs étoiles en papier. Anna plaça la sienne. Reconnaissante pour la vérité, même quand elle est dure, Lily ajouta la sienne. Reconnaissante pour ma voix et pour les gens qui m'ont entendu. Ben tenait son étoile. Reconnaissant pour les secondes chances, dit-il, et pour la famille que nous avons construite. Le passé ne pouvait être changé. L'avenir leur appartenait. Un jour, une étoile à la fois.